Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Mexique comme toujours. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale témoignage, interview. On est avec Louis, ou Luis comme on dit au Mexique. Louis, ça fait plusieurs années qu'il vit au Mexique, donc il va nous partager un petit peu son expérience, sa vie d'expatrié ici à Querétaro au Mexique. On va revenir un peu plus en détail sur son parcours. Vous allez voir, on va apprendre pas mal de choses, pas mal d'infos. Restez bien attentifs. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Louis, un petit peu à l'audience? Bien sûr, du coup, moi c'est Louis, je suis originaire de Lyon en France et ça fait depuis la pandémie de 2020 que je vis d'une manière permanente au Mexique. Tu veux que j'explique un peu mon parcours scolaire? Ouais, on va revenir un peu en détail. T'inquiète pas, on va commencer par le commencement. Du coup, le commencement, c'est comment tu es venu un petit peu au Mexique. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Mexique au départ? Moi, en fait, j'ai fait un parcours assez classique d'études en France. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa après le lycée et puis une école de commerce. En école de commerce, j'ai eu l'opportunité de partir en échange universitaire au Mexique, notamment à Querétaro. Et donc ta première expérience, c'était l'université au Mexique? Voilà, du coup en fait j'ai fait un échange de 2 semestres universitaires plus 6 mois de stage. Ok. Donc en fait j'avais fait en 2017 un an et demi déjà au Mexique. Okay. Et c'est là où je suis complètement tombé amoureux à la fois du Mexique, de la culture, de toutes les dimensions possibles que représente le Mexique au niveau social, culturel, les opportunités de vie et surtout mon cœur est resté au Mexique pour une jeune fille. Une Mexicaine? Une Mexicaine, donc... Tu es tombé dans le même piège. Voilà, voilà, c'est le traquenard mexicain, on appelle ça. La plupart des expats ici, ils vivent un peu le même type d'expérience, c'est-à-dire un couple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un peu la raison pour laquelle au départ ils restent au Mexique. On se rend Mais compte. bon, après on tombe amoureux plus que de la personne aussi du pays, quoi. Voilà, et ensuite pas de souci de venir s'expatrier au Mexique, hein, c'est pas une contrainte du tout, bien au contraire, il y a tellement de points positifs qui compensent avec toutes les petites peurs qu'on peut avoir lorsqu'on part loin de son pays, de sa famille, de ses proches. Je peux revenir sur ta période d'université, parce que j'ai des étudiants qui me contactent et qui me demandent un petit peu comment c'est la vie étudiante. Donc toi, ça remonte un peu, mais pas tant que ça. 2017-2018. Ok, donc ça fait 6 ans. En master, du coup, ouais, ça fait déjà 6 ans. Alors, en fait, ça dépend de l'université dans laquelle on va tomber et quel type de programme. Moi, j'avais choisi le Mexique parce que c'était une université type campus à l'américaine, un énorme campus avec toutes les installations sur le campus, une énorme bibliothèque, des installations sportives inimaginables qu'on ne pourrait pas retrouver en France. En fait, on n'a pas du tout cette culture du campus universitaire avec beaucoup d'infrastructures. Beaucoup d'équipements en France, c'est vraiment t'as ton école, ton université, ta salle de classe. Là, pour le coup, c'est vraiment all inclusive, j'ai envie de dire. C'était quoi le nom de l'université? Le Tec de Monterrey. Ah oui, très réputé. Donc très réputé au Mexique. C'est probablement une des meilleures, la meilleure? Alors c'est pas la meilleure parce que c'est une université privée et il y a 2 universités publiques qui la dépassent sur des carrières bien spécifiques, à savoir l'UNAM et le Polytechnico. Donc si votre école ou votre université elle a des accords avec l'UNAM ou le Polytechnico, faut y aller parce que c'est lourd. Faut pas hésiter parce que c'est vraiment prestigieux. Okay. Le Tec de Monterrey, c'est également prestigieux, mais dans un autre contexte. C'est une université privée, donc beaucoup sont là parce que ils ont les moyens de payer l'université. Faut pas oublier ça. Mais du coup, quand tu y es, tu rencontres pas n'importe quel Mexicain. Il y a pas la plupart, c'est des Mexicains qui. On parle de combien à l'année pour être un peu franc? Pour les Mexicains qui veut payer vraiment une année dans ce genre d'université? Alors ça coûte, il me semble, l'équivalent de 15 à 20 000 euros par an. Ce qui est un gros budget au Mexique. Donc si tu rapportes au pouvoir d'achat mexicain, ça peut faire pratiquement du 40 000 euros par an, quoi. En PPA, parité pouvoir d'achat, c'est encore plus cher. Donc, mais par contre, c'est des universités qui ont énormément de programmes de bourse. Donc au final, il y a quand même beaucoup de personnes. Il y a une certaine mixité sociale, même si c'est pas, disons qu'elles ne sont pas réputées, ces universités, pour leur mixité sociale. On rencontre quand même une petite mixité sociale.
C'est la raison aussi pour laquelle ces universités ou le Tec de Monterrey, pour avoir vu quelques images, c'est impressionnant. C'est-à-dire que les infrastructures sont assez incroyables. Ce qu'on a même pas en France. Voilà, tout est neuf. Voilà, c'est incomparable avec, je pense, aucune université en France. C'est-à-dire que voilà, tu as une piscine de 25 mètres ouverte, tu as un stade qui peut faire football américain ou soccer, enfin football pour... avec 5000 places dans les gradins. Enfin, en France, tu as ça où dans une université? Enfin, ça n'existe pas. Impossible. Oui, après, tu as toutes les carrières, tu as énormément d'étrangers. C'est une université qui ramène aussi beaucoup d'étudiants latino-américains qui viennent du coup, de République dominicaine, de Colombie, d'Argentine, qui viennent faire leurs études au Mexique parce qu'elle est quand même réputée. Donc, en fait, c'est super intéressant quand même de faire un échange dans ce type d'université. Et puis, et la vie étudiante au quotidien, comment tu l'évaluerais, enfin, en comparaison avec ce que tu connaissais en France, que tu as étudié finalement dans les deux pays, qu'est-ce qui varie, les horaires, l'organisation? Alors, tu choisis davantage tes matières, donc ça, c'est sympa. Et tu peux choisir tes matières en fonction aussi, quand tu es étudiant en échange, tu peux choisir, ça c'était le top, en fonction des horaires. Tu peux être débrouillé pour avoir ton lundi matin de libre et ton vendredi après-midi de libre pour faire des week-ends de 3 jours, de 4 jours. Voilà, pouvoir voyager. Vraiment, c'est la vie étudiante, c'est surtout faire du voyage, découvrir. Enfin voilà, faut pas hésiter, partir à l'aventure. C'est un des gros avantages de venir étudier, en fait, c'est que ça te permet de te dégager du temps libre pour aller au-delà de simplement rester dans l'université. Voilà. Après, sur les cours en soi, c'est très semblable à ce qu'on peut avoir en France, sur la qualité de l'apprentissage et la rigueur et Et la relation avec les professeurs. Alors, s'il y a une relation, je ne sais pas si tu étais très impliqué. Parce qu'il y a une certaine, disons qu'il y a un peu plus de proximité avec les professeurs, mais c'est vrai que moi en école, j'avais quand même développé une certaine proximité. Enfin, mes professeurs étaient vraiment très avenants, très ouverts, donc il n'y avait pas de souci. J'avais déjà eu l'impression qu'à partir de l'école, en fait, d'être en école de commerce, il y avait déjà une certaine proximité avec les professeurs, pas tous. Au Mexique, c'est dans la continuité de cette mentalité. Les professeurs, tu les tutoies, ils sont très ouverts, ils sont vraiment très à l'écoute. Et ils sont super arrangeants. Ils sont pas là pour te faire perdre ton année, bien au contraire. Ils sont là pour faire en sorte que tu vives ta meilleure expérience possible en tant qu'étudiant au Mexique. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai eue. Et d'ailleurs, je les remercie. Et voilà. Ok, non mais c'est bien. Moi j'avais quand même eu la sensation, j'avais interviewé une autre personne en études, il m'avait dit qu'il avait la sensation qu'il y avait une facilité de proximité plus forte au Mexique avec les professeurs. Et je pense que ça vient aussi des matières, enfin des domaines. Par exemple, moi en juridique, c'est très distant avec les professeurs. Il y a plus de formalités. Mais je pense qu'en école de commerce, peut-être qu'il y a plus de proximité. Et donc c'est assez semblable à ce qu'on retrouve au Mexique. Oui. Mais non, c'est intéressant. Et au niveau, juste pour revenir au niveau de l'espagnol, avant de venir, tu étais déjà bon en espagnol? Alors, j'avais fait du coup le parcours. Tu commences la LV2 en 5e, 4e, il me semble. Ouais, je sais plus. C'est ça, ouais, en 4e. Donc, tu fais 7 ans de LV2, tu arrives au bac. J'ai eu, je sais pas, je crois que j'ai dû avoir 16 au bac, mais je parlais pas un mot d'espagnol. C'est juste que. Ouais. J'avais compris un truc à la grammaire et que j'étais assez intéressé, donc pas de souci. Mais en arrivant au Mexique, c'est sûr que je parlais pas un mot. En fait, pour apprendre une langue, il faut être en immersion, il faut la pratiquer, il faut la parler, c'est indispensable. Malheureusement, le système d'apprentissage des langues en France, il ne permet pas de faire énormément de pratique. Il est surtout focalisé sur la grammaire, la rigueur. Ça permet pas de rendre les langues très sexy et du coup d'aider les élèves à avoir goût à cet apprentissage de ces sciences humaines. Mais assez rapidement, une fois sur place, très rapidement, mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'être en immersion le plus possible lorsque tu arrives en échange. Voilà, la plupart des Français sur le campus, ils étaient là malheureusement que pour 6 mois et du coup ils se projetaient très peu en fait, c'est juste 6 mois d'échange. Ça leur permettait pas de se dire je veux faire une immersion totale et tout ça, je veux que seulement une coloc avec des Mexicains et tout ça. Non, eux, la plupart des Français restaient entre Français malheureusement et du coup les Français n'avaient pas une très bonne réputation parmi les étudiants étrangers. Parce qu'il y avait énormément de Français, il y avait beaucoup de Français en échange.
Et du coup, ils restaient beaucoup entre eux malheureusement. Ouais. Et ça posait un peu problème. Ça posait un peu problème. Il y avait les Français et les Allemands qui étaient dans des proportions énormes. Bon après, c'est sûr, hein, les Asiatiques, ils se mélangeaient encore moins. Mais ça, c'est une culture très proche au continent asiatique. Ouais. Moi, vu que j'étais là, je savais que j'allais rester 2 semestres et que j'avais l'ambition de rester 6 mois supplémentaires, du coup 1 an, 18 mois en tout, 1 an et demi. Moi, je voulais vraiment être en immersion, avoir une expérience full mexicaine. Donc, j'ai cherché une coloc avec que des Mexicains ou en tout cas aucun Français. Malheureusement, j'ai fait une petite sélection positive, si on peut dire ça comme ça, en blacklistant les Français. Ouais. Alors que j'ai rien contre les Français, bien au contraire, mais voilà, si j'ai envie d'être avec les Français, je reste en France. Bah oui. Si je pars en échange, c'est pour avoir une expérience internationale, donc c'est pas pour rester avec des Français. C'est pas pour faire la fête avec des Français, même si, c'est sûr, hein, les Français, c'est ceux qui font les mieux la fête. Hein. On s'en rend compte quand on est en échange. Les Français, c'est ceux qui savent faire la fête. Et quand tu aimes faire un peu la fête et tout ça, c'est sûr que la communauté française, c'est plus sympathique de la côtoyer pour faire la fête. Ouais. Mais il n'y a pas de souci au Mexique, ils savent faire la fête. Il faut juste être tolérant, flexible. Il ne faut pas avoir trop d'attentes. Hein, c'est pas, savoir danser la cumbia et la salsa. C'est pas donné à tout le monde, en tout cas pas à moi, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, il faut pas avoir honte de se lancer, il faut pas avoir honte de parler espagnol et de faire énormément de fautes, de parler parler avec ses mains, de rajouter des A et des O à la fin de tes mots, et de faire d'y aller un peu au bluff et tout ça, faut oser, faut y aller, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, les gens, plus ils sentent que tu es ouvert et que tu as envie d'apprendre des autres en fait, plus ils veulent te partager des choses, te donner, te montrer. Et du coup vraiment la culture mexicaine est très ouverte là-dessus et c'est vraiment un grand plus. En France, je pense pas qu'on soit si ouvert à l'étranger entre guillemets qui a envie d'apprendre de la France. Malheureusement, on n'a pas ces réflexes-là, alors qu'au Mexique, quand même, globalement, les Mexicains, ils vont t'aider, tu as un problème, ils vont t'aider, ils vont passer 1 heure à t'orienter dans la ville, s'il faut, il n'y a pas de souci. Alors du coup, tu finis l'université, après tu prends un stage, c'est un stage ou une... Je fais un stage. Je fais un stage dans une institution publique, c'est le Secretariat de Desarrollo Social de Querétaro. Okay. Du coup, en fait, c'est un peu le social, c'est à l'échelle locale, à l'échelle de l'État de Querétaro. Du développement social, du coup on faisait plein d'actions sociales dans les quartiers, on faisait plein de choses, ça a duré 6 mois, c'était très intéressant. Okay. Ça c'était en quelle année? Pareil, 2018. 2018. Et je suis rentré Noël 2018 et j'ai fait un 2e stage ensuite à Barcelone. Ah ok, à Barcelone en Espagne. Je suis rentré, je suis direct reparti en fait. Ah, Barcelone. Pour finir mon année de césure professionnalisante. Ok, cool. Et enfin j'ai fait... Ça 2019. Du coup, premier semestre 2019, Barcelone. Ouais, Barcelone. Et ensuite, j'ai fait 1 année d'alternance à Paris pour finir mon master. Ok. 1 année, et donc tu as fini ton master en 2020. Voilà, c'est ça. Okay. J'ai été diplômé pendant le Covid. Ouais. Et à la fin du master, à la fin de l'alternance, je suis venu au Mexique rejoindre ma copine. Cool. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as redémarré ici au Mexique après la fin de tes études? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, diplômé en août 2020, moi j'avais mon billet d'avion pour partir 2 semaines à Pâques. Mais avec le Covid, c'était pas possible de prendre l'avion à cette époque-là. C'était en plein pendant le premier confinement, donc au final, j'ai repoussé mon billet. Je suis parti en septembre 2020 et j'avais juste 1 mois, j'avais un billet de retour. Et j'étais venu juste avec un sac à dos, quoi. Il n'y avait même pas de valise, rien du tout. Et au final, je cherchais du travail à cette époque. Et je me disais, écoute, chercher du travail à distance, c'est tout à fait faisable. On est en plein pendant le Covid, tout se fait en distanciel de toute façon. Donc que je sois en France en distanciel ou au Mexique en distanciel, c'est pareil. Donc j'ai pas pris mon billet de retour. Je suis resté au Mexique et j'ai commencé à donner des cours de français au Mexique. Du coup, pour garder une activité professionnelle, une routine quand même, c'est important de pas se laisser aller et puis quand même générer un peu de revenus pour vivre. Donc, comment tu as trouvé ce job de professeur de français? Alors, j'étais dans 2 écoles privées de langue et en plus, je donnais des cours particuliers sur les réseaux. Je posais
des petites annonces. Ok. Et puis comme ça, j'avais pas mal d'étudiants en vrai en classe. Et tous mes cours étaient en vidéo aussi, en ligne. En parallèle, je cherchais du travail un peu plus formel, disons dans mon domaine d'études, à savoir le développement international des entreprises et tout ça. Je me suis vite rendu compte aussi que c'était pas une fin en soi de chercher dans ce secteur-là. J'avais d'autres ambitions, pourquoi pas entreprendre au Mexique, parce que le Mexique c'est un pays très, très propice à l'entrepreneuriat. J'ai toujours énormément cuisiné. Moi depuis... un Lyonnais se doit de savoir cuisiner. Hein. Certainement. En tout cas... Capitale de la gastronomie, quoi. Capitale française de la gastronomie. En tout cas, moi depuis j'ai toujours été le petit apprenti, disons, de ma maman, d'une famille nombreuse. Vu que je suis le plus petit, c'était toujours moi qui étais là en train d'aider et tout ça. Du coup, j'ai toujours énormément cuisiné. Et ensuite, à partir de mes 18 ans, je vivais plus chez mes parents, du coup il fallait que je me fasse à cuisiner coûte que coûte, quoi. J'avais pas le budget pour aller au restaurant ni commander Uber Eats. Voilà, j'aurais bien voulu, mais non. Et du coup, j'ai toujours cuisiné énormément, tous les jours. Et au Mexique, pareil, hein, on va pas perdre une bonne habitude. Et en partageant du coup mes petits plats, ma nourriture, j'ai commencé à voir qu'il y avait un intérêt sur ma cuisine familiale en fait. J'ai pas l'ambition ni la prétention de faire une cuisine étoilée, une cuisine de chef, une cuisine super gourmette, raffinée. Voilà, moi je fais une cuisine populaire, familiale, la cuisine du dimanche, la cuisine de ta mère et de ta grand-mère, la cuisine que on a l'habitude de manger en tant que nous Français, et qu'on aime manger des petits plats maison. Moi j'avais vraiment l'ambition de partager mes petits plats maison français, parce que je me suis rendu compte aussi que la gastronomie française a été mondialement connue, mais pour ses plats très gourmettes, en fait gastronomiques, et tout ça pour ce côté culinaire raffiné. Et pas forcément pour son côté familial et le partage et tout ça, les grandes tablées avec beaucoup de plats, pas forcément. Les gens, quand on leur parle de la gastronomie française au Mexique, ils pensent avoir une grande assiette avec 3 petits canapés comme ça, super fancy, super coloré, super appétissant, mais au bout des 3 petits canapés, t'as encore super faim. C'est ce qu'ils pensent de la gastronomie française. En fait, pas forcément. Hein, la France, c'est pas que ça. Et j'ai monté une entreprise de gastronomie française pour partager d'autres choses que les restaurants à Querétaro, qui sont des restaurants où ils te font des cuisses de grenouille, des escargots, du foie gras, des trucs bien clichés français qui coûtent un bras. Bon, heureusement, comme on dit au Mexique, el sol sale para todos, le soleil brille pour tout le monde. Donc que tu fasses de la gastronomie française dans un restaurant pour vendre ce type de trucs, de plats très gourmets, ou que tu fasses comme moi, au final, de la gastronomie plus familiale pour faire des plats plus adaptés aussi au budget mexicain. Faut pas l'oublier aussi. En fait, il y a un intérêt. Ouais, il y a un intérêt pour la cuisine un peu plus abordable et économique, on va dire. Voilà, du coup, en fait, moi, mon premier modèle, c'était le modèle du menu du jour, un menu en 3 temps, différent tous les jours. Et au départ, tu voulais juste faire de la livraison ? Juste faire de la livraison. Depuis ta maison, en fait. Voilà, je cuisine depuis ma maison dans un local. Et ensuite, j'ai des commandes en anticipé, je sors mes menus et je prends les commandes en anticipé. Du coup, je sais quel volume de plats je dois faire. Donc ça, c'était mon premier modèle et c'était pas mal, mais c'était à la fois produire et vendre, c'était quand même assez compliqué parce qu'il faut avoir un certain volume de vente tous les jours. Et pour garantir ce volume de vente, en fait, on ne peut pas passer trop d'heures non plus en cuisine. Donc c'était compliqué. Et moi, j'étais encore auto-entrepreneur. Moi, j'ai commencé sans aucun investissement, sans aucun apport en fait dans le business. C'est vraiment petit à petit. Mais pas de souci en fait. Faut rester humble et savoir où on va. Et du coup, les gens ont eu quand même pas mal d'intérêt pour mes petits plats.
Et ils ont commencé à me demander, à me commander pour des événements. Ouais. Et du coup, là, les événements, c'était quand même un autre modèle. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas en fait faire plutôt du catering, de faire Comment on dit ça ? Traiteur. Traiteur, voilà. Traiteur pour événements. Parce que c'est un modèle qui est quand même plus simple. C'est ponctuel, tu as le volume exact. Toi, là, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de clients, avec juste quelques clients. Donc voilà, j'ai changé l'activité de fond de mon entreprise, du menu du jour à traiteur pour événements, que ce soit du coffee break, du desayuno, enfin du petit-déj, déjeuner, des dîners, du buffet, des lunchbox, voilà, on fait tout ce qu'on peut nous demander, avec toujours ce côté gastronomie française. Ta petite touche française présente. Française, familiale, fait maison. Tu joues sur ça dans ton marketing ou Oui. Oui, j'essaye de jouer un maximum là-dessus. Sur le fait maison, aucun produit processados, aucun produit modifié à la base, hein, à part peut-être des pâtes. On va transformer, aucun produit transformé. Aucun produit transformé. On fait que du frais. Ça, c'est très important pour l'identité de ma marque. Oui, bien sûr. Ouais. Et aussi pour mes clients, parce que c'est pas n'importe quel client qui a un intérêt pour ce type de gastronomie au Mexique. C'est quelqu'un qui a quand même certaines attentes sur la qualité du produit, du service. Lié à ce qu'on disait avant, aussi à l'image un peu de la gastronomie française. Donc c'est sûr que... Et c'est pour ça aussi que je suis plus cher que ma concurrence. Clairement, hein, pour un desayuno, pour un petit-déj, peut-être que je vais être 1,5 fois à 2 fois plus cher que du petit-déj traditionnel mexicain. Mais en même temps, celui qui me demande mes services, c'est parce qu'il a un intérêt personnel à avoir un petit-déj à la française pour ses invités, pour ses clients, pour ses investisseurs qu'il est en train d'inviter, pour les différentes personnes. Et c'est là-dessus que j'ai mon avantage compétitif, hein, clairement. Et maintenant, j'ai un certain volume, j'arrête de vente, j'ai encore plein de projets en parallèle du traiteur. Je vais remettre en place justement l'activité du menu du jour maintenant que j'ai mon chef, payé à temps plein et que j'ai de quoi produire maintenant. Tu peux répondre au volume. Moi, à la production. Voilà, me focaliser moi sur la partie développement, vente. Et laisser la production à mon chef qui est meilleur cuisinier que moi. J'ai pas honte à dire ça. C'est un chef qui a fait des études de gastronomie, qui adore la gastronomie méditerranéenne et française en l'occurrence. Il faut que tu nous parles quand même de la petite attraction dans ton entreprise, le food truck. On mettra des photos. Ouais. Au départ, tu as commencé, donc tu nous disais en livraison, mais au moment où tu as voulu un peu développer cette activité de traiteur, tu as commencé avec un food truck, c'est ça? Alors, j'ai pas commencé avec le food truck. Le food truck, j'ai pu l'avoir après d'avoir pouvoir investir dans ce food truck. En fait, j'ai fait convertir un vieux combi Volkswagen en cuisine, en food truck, pour pouvoir aller à des événements et avoir encore davantage d'attractivité visuelle. Les Mexicains, ils adorent le paraître. Et le paraître, c'est aussi le service que nous, on va leur donner. Ils se sentent vraiment... ils aiment se sentir chouchoutés par cette dimension du service. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, il faut que tu le dises. Il y a un aspect expérience service au Mexique qui est très, très important dans les restaurants. Vraiment. Qui est vraiment, quand on rentre en France, moi j'étais encore en France en fin d'année 2023, c'est vraiment choquant de voir la qualité de service au Mexique, qui est vraiment, les gens sont attentifs et font tout. Pour la classe sociale à laquelle moi je vends, c'est-à-dire la classe élevée, hein, classe haute de la société mexicaine, eux ils ont vraiment des attentes. Ils mettent parce qu'ils ont le budget aussi, hein, et ils veulent en avoir pour leur argent. Donc il faut être vraiment assez rigoureux là-dessus. Et ils adorent être servis par un petit Français avec un bel accent de français. Hein, moi, je vais pas me cacher, mon accent de français en mexicain. T'insistes bien. Voilà. Parfois, j'insiste. Je fais en sorte d'avoir un accent encore plus cru,
Plus prononcé, ouais. Plus prononcé, voilà. Genre la R, tu la fais pas en mode espagnol, tu la fais bien en Non, mode j'essaie français. de garder ma tête de franchouillard. Voilà, là, ils adorent ça, les Mexicains, surtout les Mexicaines. Hein, Ouais. parce que c'est les mamas mexicaines hein, qui apprécient d'autant plus ce type d'expérience. Et du coup, le combi, ça me permettait d'avoir aussi, vu que j'ai pas un restaurant fixe, j'ai pas un local pour recevoir les gens, d'avoir aussi une certaine image, une certaine vitrine. Ouais, c'est ça. Et ta cuisine, tu pouvais emmener un peu de partout, du coup. Voilà, ça me permet aussi de rentrer sur les universités pour faire du snacking français. Ok. Parce que les universités privées, notamment celle où j'étais scolarisé moi, le Tec de Monterrey, mais il y en a d'autres, la cuisine internationale est vraiment en vogue sur ce type de clientèle. Et ça, par exemple, ce type de client, c'est des événements ponctuels ou c'est quelque chose de récurrent pour toi? Alors, c'est des événements ponctuels, ça reste très politique de mettre son stand d'une manière permanente sur une grosse université là-dessus. Ouais. Disons que déjà, félicitations, parce que je sais que c'est des points d'accès assez compliqués à avoir, les universités. Ouais, donc c'est très très fort si tu arrives à rentrer là-dedans, parce que j'imagine que ça doit pas être facile pour rentrer dans ce genre de... il faut avoir les contacts, hein. Il faut avoir qui te fait la passe décisive. Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup de contacts. Après, les contacts, il faut aller les chercher, il ne faut pas avoir peur d'aller demander, il ne faut pas avoir peur de rappeler 5 fois la personne et tout ça. Enfin, c'est limite de faire du développement un peu agressif. Ouais, au Mexique. En France, ça peut être un peu mal pris. Au Mexique, il faut y aller. Hein. Vraiment, il ne faut pas avoir peur là-dessus. Au pire, tu te prends une porte, mais c'est pas grave. Au Mexique, je ne sais pas ce que tu en penses, la vente et la négociation est quelque chose de très naturel. C'est-à-dire qu'on va te négocier, on va essayer de te vendre quelque chose. C'est assez américain, peut-être, c'est dû à l'influence américaine, je sais pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a étonné parce qu'en France, on renie un peu ça, la vente et la négociation, mais au Mexique, ça peut être un peu faut pas hésiter, quoi. Mal vu en France de monétiser des services, en tout cas d'expliciter ce type de... Voilà, du coup, je vais te faire payer tant, et ensuite de rentrer dans de la négociation, du marchander un petit peu... Au Mexique, ils adorent ça. Il faut être ouvert là-dessus, il faut essayer. Parce que tes clients, tu verras qu'ils vont essayer coûte que coûte de négocier ses prix. Et c'est normal et c'est pas grave. Il faut être, parfois tu peux faire des petites ristournes. Parfois, tu peux pas te permettre et tu lui expliques. Et parfois, tu perds le contrat pour ça. Après, le Mexique, il y a aussi un côté qu'il faut savoir dans le business, qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup te demandent de rester dans l'informalité, c'est-à-dire de ne pas facturer les services que tu vas leur faire et pour ne pas payer la TVA. Je fais juste un petit point. Au Mexique, on a ce qu'on appelle l'IVA, qui est en fait comme la TVA française, qui est à 16%. Et donc, c'est un peu le même mécanisme qu'en France. Donc 16%, en France je crois que c'est 20%, mais c'est quasiment la même chose. Et si tu nous parlais, du coup, tu nous as dit que maintenant tu avais commencé à pouvoir embaucher un chef, etc. Moi ça m'intéresse et ça intéresse pas mal de personnes, c'est sur les chocs culturels, choques culturales, et donc le fait de travailler avec des Mexicains. Ça, il faut être encore une fois très flexible et tolérant. Il ne faut pas être borné sur des process de travail qu'en France ça coule de source, en fait pas forcément. Donc ça prend du temps en fait de former quelqu'un à ses process, c'est énormément de temps. Moi, pour mon chef, ça fait 3 mois qu'il est à temps plein avec moi. Il n'est pas encore autonome, même s'il est chef, il est meilleur que moi en cuisine, il n'est pas encore autonome parce qu'il ne répond pas encore à tous les critères, aux attentes. Toutes les attentes qu'il y a là-dessus sur un niveau de production, un certain rendement, et puis il n'a pas, il ne faut pas hésiter, il n'a pas ces réflexes de tu dis une fois la chose, hop, et ça y est, c'est compris, ça reste, non, pas forcément, il faut répéter. Il ne faut pas avoir peur de répéter les choses. Il ne faut pas être froissé par la culture ils apprennent moins vite et ils sont moins performants globalement qu'en France, où il y a une certaine,
disons qu'il n'y a pas la même conscience professionnelle. Il faut trouver des subterfuges pour voilà, la petite carotte, le petit gagne-pain qui va faire en sorte que le chef ou ton employé se sente involucrado, impliqué par ton business, par son rôle au sein de ton business. Donc souvent, c'est la carotte, c'est lui donner des bonus et des primes. Ouais. Il faut être à l'écoute, il faut aussi parfois lui dire écoute, je te donne un jour de vacances en plus, il n'y a pas de souci. Il faut être vraiment souple, flexible, tolérant. Okay. Mais il ne faut pas se laisser marcher dessus non plus. Il ne faut pas oublier que tu es le chef, tu es responsable de ton business et que toi, ton employé, voilà, c'est toi qui le paye. Toi, par exemple, comment tu l'as trouvé ton premier employé ou est-ce que tu as des conseils là-dessus Alors, pour trouver quelqu'un de fiable, c'est pas facile. Hein. En général, quand toi, tu vas démarcher des gens, ils vont pas avoir le même intérêt que quand c'est eux qui viennent à toi, qui montent patte blanche et tout ça. C'est plus facile. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont laissé planter. Ils sont venus, ils ont travaillé une semaine et en fait, tu te rends compte que c'était juste pour te voler ta recette de crêpes. Si tu veux, vole-moi ma recette de crêpes. Est-ce que tu vas réussir à la vendre avec ta tête de Mexicain au même prix que moi je peux les vendre? Certainement pas, parce que en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est une crêpe faite par un Français. Oui. Donc, vole-moi ma recette de crêpes, c'est pas grave, moi aussi je l'ai volé à quelqu'un. C'est comme ça, c'est le business. Et donc toi, par exemple, le chef que t'as contracté, si tu veux pas dévoiler le secret, mais comment tu l'as eu? Ah non, ça c'est du bouche à oreille. Ah, bouche à oreille, donc c'est ça la conclusion finalement, c'est peut-être ça, non, la recommandation? Bouche à oreille, il faut, c'est les relations. De toute façon, tout passe par le bouche à oreille, c'est un gage de confiance. Ouais. Donc il faut développer ses relations, ses connexions, et c'est comme ça. Moi, c'est parce que je me suis mis dans pas mal de networking en fait. J'essaye de développer mon business en faisant du networking, et donc j'ai un networking privé avec plein de Mexicains où je suis le seul étranger, mais il y a aussi un networking via la chambre franco-mexicaine de Querétaro, dans laquelle on est en train de développer on appelle ça Comité France Gastronomie, mais en fait c'est un groupe de travail d'entrepreneurs français du secteur gastronomique. Et en fait, entre nous, on se donne les tips. Ouais. Et entre nous, on se donne les bons plans. Et c'est via une Française qui fait des bières artisanales ici au Mexique, à Querétaro, qui m'a donné un plan d'un de ses employés qui vient de temps en temps qui avait fait une école de gastronomie. Et il se trouve que celui-là, il pouvait pas, mais qu'il a son meilleur pote de l'école de gastronomie qui cherchait. Et voilà, et le meilleur pote, il s'avère que ce soit un très bon chef, intéressé par ce que fait, par le rythme aussi, parce que c'est un modèle aussi qui est différent qu'un modèle de restaurant où le restaurant, c'est des horaires un peu plus compliqués, parce que le service principal au restaurant, c'est le service du soir. Et du coup, tu as des horaires difficiles. Ouais. Lui, il cherchait quelque chose plutôt du matin. Moi, je travaille plutôt le matin aussi. C'est un des gros avantages de ce modèle. Hein. Ouais. C'est vrai que, parce qu'au Mexique, les restaurants ferment tard. Et c'est vraiment, c'est à la fois en tant que consommateur agréable, mais c'est vrai que quand tu es dans l'autre côté, de l'autre côté de la scène, c'est clair. C'est autre chose. Très intéressant. Ok, alors Louis, pour terminer, dis-moi un petit peu plus. J'ai probablement le sujet qui revient le plus, à la fois sur le blog, sur la chaîne, c'est de répondre à la question où vivre au Mexique. Et nous, on est à Querétaro. Ça fait un petit moment, toi, bien plus longtemps que moi, que tu es à Querétaro. Et de ton expérience, si tu peux nous dire un peu vraiment ce qui fait que Querétaro fait bon vivre. Je ne sais pas si tu as pu aller dans d'autres villes et en comparaison, qu'est-ce que tu penses de Querétaro? Quels sont les avantages? Même d'un point de vue d'un Français, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, moi, je pourrais te vendre Querétaro parfaitement. Hein. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est la ville où il faut vivre au Mexique, parce que déjà, c'est une ville en pleine croissance. Hein. Le Mexique, je crois que ça doit faire 6 ou 7 points de croissance par an. Querétaro doit être à 10. C'est une ville où il y a une belle communauté d'expats, une belle communauté étrangère. Du coup, les locaux, ils sont aussi habitués à avoir des étrangers, tout ça. Il n'y a pas de. Ça, c'est important. Ouais. C'est important. C'est important
qu'ils aient déjà une petite habitude d'avoir des blancs-becs et tout ça, parce que sinon il y a des villes où ils te voient juste en mode t'es un dollar. Ouais, c'est sûr. T'es un dollar sur pattes et il va juste te falloir venir soit t'agresser, soit faire une entourloupe d'une certaine manière. Parce que oui, au Mexique, il faut savoir qu'il y a de la sécurité. En tant qu'étranger, normalement, on est moins exposé à la sécurité. Ouais. Mais ça existe. Mais l'insécurité, c'est comme de partout. Hein. Il y en a de partout. À savoir, une petite anecdote. Je suis resté 1 an et demi en études au Mexique en 2017. Je suis rentré. Le premier week-end que je fais à Lyon, je me fais agresser. Pendant 1 an et demi, aucun problème. Rien du tout. J'ai tellement entendu cette couteau, quoi. En mode place des terreaux, au milieu de la place des terreaux à Lyon, j'étais là, mais c'était quoi ce truc, quoi. J'ai fait 1 an au Mexique en vivant, mais pas n'importe comment, mais sans être pas du tout omnibulé et opprimé par l'insécurité mexicaine. Et du coup, enfin voilà, moi je vivais bien normalement, sans toujours chercher l'endroit privé, l'endroit avec un gardien et tout ça, pas du tout, c'est pas du tout moi ce que je cherchais. Et j'ai toujours été très bien reçu et voilà. Et en France, en fait, j'arrive en France et je me fais agresser. Enfin, voilà, c'est du coup l'insécurité, tout est relatif. Donc, justement, tout est relatif, ça veut dire que t'es étranger, il faut respecter le fait que t'es pas mexicain au Mexique. Donc, tu peux pas aller n'importe où, et ça, il faut le savoir, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a des quartiers, il y a des villes même où il ne vaut pas y aller. Je pense que Querétaro doit être probablement l'une des villes les plus sécurisées au vu des statistiques. Oui. Donc ça, c'est vrai que nous, du coup, c'est pas biaisé, mais c'est vrai qu'on est dans une des villes les plus sûres. Comme tu le dis, je pense que Querétaro est plus sûr que 50% peut-être des villes françaises. Parce que c'est vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment très sécurisé. Moi, j'ai été assez étonné en venant ici, quoi. Et surtout, toi, tu as fait Ciudad de México aussi. Ouais, Ciudad de México, voilà, il y a des parties. Ciudad de México, tu as certains quartiers, tu as l'impression d'être dans un autre pays totalement. Hein. Ouais. Tu as l'impression d'être en Inde ou je sais pas où, dans des pays voilà, avec. Voilà, où c'est la vie dans la rue. C'est complètement différent. Querétaro, c'est une ville un peu plus formelle, avec beaucoup d'entreprises étrangères, en pleine croissance. Du coup, les étrangers, il y en a toujours de plus en plus. Et les gens qui ont un intérêt pour les entreprises étrangères, qui ont un certain niveau d'éducation, il y en a de plus en plus. Querétaro, c'est en plein essor démographique. Alors, je crois qu'il y a 50 familles par jour qui arrivent à Querétaro. Je crois que c'est entre 100 et 150 personnes qui arrivent par jour. Ouais, c'est énorme. À Querétaro. C'est une des villes les plus chères du Mexique, mais on sait pourquoi, c'est parce qu'il fait bon vivre. Il fait bon vivre vraiment. Et puis aussi, la ubicación, la localisation. La localisation de Querétaro, elle est top. Elle est topissime, c'est-à-dire que tu es à 2h, 2h30 de Mexico City. Ouais. Donc super bien pour l'aéroport et puis même pour aller à Mexico sur un week-end et tout ça. Et ensuite depuis Querétaro, tu as plein de trucs à faire déjà à Querétaro même. Et à 1 heure de route, tu as 10 milliards de trucs à faire et avec plein de trucs super différents. Tu as San Luis Potosí. Querétaro, c'est un espace semi-désertique, donc la végétation autour, ça ressemble un peu à ce qu'on peut penser, je sais pas, plus en mode Texas, quoi. Peut-être pas désert comme l'Arizona ou le Nouveau-Mexique. Pas vraiment désertique, mais aride, ouais. Aride, c'est... Voilà. Moi, j'ai fait un peu de randonnée à l'extérieur de Querétaro et on voit tout de suite que c'est un peu plus sec, etc. Voilà. Mais c'est pas désertique. C'est pas désertique. Tu peux aller faire du désert pas très loin à San Luis Potosí, où là tu trouves vraiment du vrai désert. Ensuite, à San Luis Potosí, tu as une partie où ça s'appelle la Huasteca Potosina, et là c'est de la jungle tropicale, il y a un microclimat là-bas, et c'est vraiment super tropical, super humide, incroyable. Je n'ai pas du tout. Huasteca Potosina. Avec des cascades, des eaux turquoises, c'est incroyable. Donc ça, c'est un peu plus loin, disons qu'il faut prendre 4 heures, c'est à 4 heures de route, mais à l'échelle du Mexique, c'est rien. C'est rien du tout. Quand on vit au Mexique, 4 heures de route, 4 heures de route, voilà, tu fais ça pour faire, limite tu fais l'aller-retour dans la journée, quoi.
les Mexicains, c'est ça. Et l'aéroport qui connecte à beaucoup de destinations aussi. Donc ça veut Querétaro? dire. Ouais. Alors moi, j'ai jamais pris l'avion à Querétaro. Ah ok. Parce que tu as des bus directs de Querétaro à Mexico City. Oui. Et Mexico City, bah, du coup, tous les Oui. tous les Mais je avions pensais, sont tu moins chers. vois, peut-être que les Français connaissent un peu moins, mais j'ai des Canadiens qui m'écoutent et il y a Puerto Vallarta. Et l'avion de Querétaro à Puerto Vallarta, c'est 1 heure. Ouais. Donc en gros, moi où j'habite, je suis à 20 minutes de l'aéroport. En 1h30, je suis à Puerto Vallarta, qui est la plage. Voilà, c'est complètement Super différent. stylé, Sayulita, San Pancho à côté. Donc ça, ouais. c'est intéressant. Ce qu'il faut dire, oui, c'est que l'aéroport est plus petit, mais il y a quand même pas mal de connexions. Donc c'est assez intéressant. L'aéroport est bien desservi, et notamment avec les États-Unis. Moi, j'ai des copains qui partent. Là, j'ai mon coloc, il est parti au Texas, à Houston, Dallas. depuis Querétaro. Tu as Dallas aussi. Ouais. Tu dois avoir New York, tu dois avoir plein de connexions après avec les États-Unis. Et aussi avec le Mexique. Je pense que tu as Puerto Escondido aussi. Tu dois avoir Cancun. Mexicali, Cancun certainement. De toute façon, il faut savoir que l'aéroport de Querétaro, donc Querétaro, c'est une ville qui est en plein essor économique grâce à sa dimension aéronautique. Ouais. C'est-à-dire que depuis le Covid, les entreprises américaines du secteur aéronautique ont relocalisé la production sur le continent américain parce que à cause du Covid, ils ont eu plein de problèmes parce que tout était fait en Asie. Et du coup, l'objectif, c'est que Querétaro, 2030-2035, ce soit la première place aéronautique dans le monde. Pour l'instant, je crois que c'est la 4e ou la 5e. Ah oui. Après les villes chinoises et quelques villes, peut-être Toulouse ou voilà. Mais disons que ça va être la place forte de l'aéronautique dans le monde d'ici 10-15 ans. Pour terminer, en tant qu'expatrié, et surtout tu as pas mal d'expérience puisque tu nous as dit que depuis 2017, tu es au Mexique. Si tu avais un secret, un conseil pour réussir son expatriation au Mexique, pour que, voilà, un petit conseil, un petit tip avec ton expérience que tu pourrais donner. Pour moi, une des plus grosses différences sociales entre le Mexique et la France, c'est la dimension de la famille. La famille au Mexique, c'est ton premier cadre social, ton premier environnement social, c'est ce qui prédomine avant tout. Ouais. Les gens, ils te lâchent au dernier moment pour aller donner les croquettes au chien du beau-frère. En France, ça se voit pas ce genre de truc. Au Mexique, vraiment, la famille, c'est la dimension sociale la plus importante. Donc, moi, en tant qu'expatrié, en fait, si je suis intégré au Mexique, c'est parce que j'ai une famille mexicaine. Je pense que c'est très important de développer des relations, se développer au sein d'une famille mexicaine et partager avec sa famille, partager un maximum avec sa famille, c'est très important. Parce que, en fait, la dimension amicale, tu peux malheureusement moins compter sur tes amis mexicains que sur ta famille mexicaine. Ouais. Alors qu'en France, c'est pas forcément le cas. Ouais. Il y a pas la plupart, enfin je sais pas les proportions, mais disons qu'en France, c'est peut-être moite-moite quoi. Les gens ils comptent autant sur leurs potes que sur leur famille. Ah, exact. Au Mexique, pas du tout. Ouais. Donc, pour réussir son intégration au Mexique, si on n'est pas expat en mode à durée déterminée et qu'on sait qu'on va revenir et que du coup on peut rester juste avec des expats, avec des Américains et des étrangers, tout ça, c'est développer cette sphère familiale. Et alors peut-être, parce que évidemment nous, j'allais dire, on est deux Français avec des Mexicaines, si ce sont des couples purement étrangers, ça peut se rapprocher du fait qu'il faut se rapprocher de locaux et donc connecter avec des locaux. Ah oui, donc, indéniablement. C'est ça. Indéniablement. Et ensuite, pour moi, de toute façon, il y a 3 vecteurs de sociabilisation, d'intégration, où que ce soit au Mexique, en France, que ce soit. C'est le sport. Le sport, ça réunit. Moi, la plupart de mes potes au Mexique, c'est grâce au sport. Ouais. C'est là où j'ai fait le plus de relations. Ensuite, tu as la musique, mais disons l'art en général, mais on va dire la musique, la danse, c'est une autre dimension. En Amérique latine, c'est très développé, donc pas de souci, il faut aller danser. Et la 3e, c'est la bouffe, la gastronomie. Ouais. Il faut partager, il faut cuisiner, partager tes plats avec des locaux et il faut goûter les plats des locaux sans regarder ce qu'il y a
En fait, voilà, il faut goûter à tout. Voilà, ce qui rentre dans un estomac de mexicain, et ben, ça peut rentrer dans un estomac de français. C'est pas grave, ça pique un peu au début, c'est pas grave, mais il faut être ouvert là-dessus. Et il faut goûter, il faut être aventurier là-dessus et pas avoir peur. Pour moi, c'est les 3 dimensions qui sont vecteurs, facilitateurs d'intégration. Ouais, c'est des bons conseils. D'ailleurs, je suis d'accord hein, sur l'intégralité. Le sport, ouais, c'est un très bon conseil. Mais ouais, le sport, surtout les sports collectifs. Ouais. Surtout les sports collectifs. C'est vrai. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci Louis pour ton partage. J'espère que ça a aidé des personnes. Je suis sûr que ça a aidé des personnes. Tu nous as partagé beaucoup d'informations. Ouais, il y a encore tellement à dire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aurait tellement à dire. Il y a encore tellement à dire, mais pas de souci. S'il y a davantage de questions, tu peux. C'est ce que j'allais dire. Vous laissez les questions en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. De toute façon. Session 2 pour faire. Exactement. On pourra exactement faire ça. Vous avez les liens en description également. Vous savez, vous pouvez télécharger le guide gratuit. Vous avez le moyen de me contacter. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.